On plonge directement dans le bain, avec quelques questions pour vous. Quand vous étiez petite ou petit, quels étaient vos jeux préférés? À quelle héroïne ou héros est-ce que vous vous identifiez? Et puis, quand vous étiez ado, quel rapport aviez-vous avec votre identité de genre? Est-ce que vous vous sentiez à l'aise avec les standards féminins ou masculins généralement admis? Et aujourd'hui, dans votre vie d'adulte, que représente pour vous le sexe opposé? Et aussi, avez-vous la sensation qu'il y a en vous une part masculine, si vous êtes une femme, ou une part féminine, si vous êtes un homme? Animus et Anima, ce sont les deux complexes autonomes avec qui vous allez faire connaissance aujourd'hui. Et surtout, ne manquez pas la petite expérience ludique que je vais vous proposer en fin de vidéo. Vous allez voir, on va utiliser des symboles pour faire parler votre animus ou votre anima. Alors vous avez peut-être déjà vu passer ces termes, animus, anima, qui sont souvent désignés en tant qu'archétypes, ce qui n'est pas faux, mais ça vaut quand même le coup de préciser que ce sont des archétypes personnels, puisqu'ils sont présents dans votre inconscient personnel. C'est ce que Carl Jung appelle les complexes autonomes. Donc l'animus, c'est la part masculine présente dans votre inconscient personnel si vous êtes une femme, et l'anima, c'est la part féminine présente dans votre inconscient personnel si vous êtes un homme. Ouh là là, c'est bien binaire tout ça. Oui, c'est vrai qu'à première vue ça l'est, et d'ailleurs l'animus et l'anima sont les seuls archétypes sexués. Tous les autres archétypes et complexes sont des concepts neutres en fait. Mais déjà, la première chose très importante, c'est que ici, il faut se souvenir qu'on parle d'énergie psychique. Donc ça, c'est vraiment important, parce que pour l'instant, ça veut dire que vous pouvez vous détacher de tout ce qui est attributs physiques, attributs biologiques, rôles sociaux, etc. Donc considérez plutôt que vous avez une énergie dominante, exactement comme avec un principe de préférence. C'est-à-dire que cette énergie, c'est celle qui va dominer dans votre partie consciente, celle à laquelle vous vous identifiez le plus. Et parfois justement, l'énergie à laquelle vous vous identifiez le plus ne correspond pas forcément à vos attributs biologiques. Toutes les configurations sont possibles. Donc ici, on se focalise sur les énergies psychiques et sur vos ressentis. Par exemple, si vous vous dites « je sens que l'énergie qui domine chez moi, c'est l'énergie féminine », eh bien, l'énergie présente dans votre inconscient personnel sera l'animus. Inversement, si vous vous dites que votre énergie dominante, vous la ressentez comme étant masculine, eh bien, l'énergie présente dans votre inconscient personnel, ce sera l'anima. Alors, quel est le but de cette énergie inconsciente? Eh bien, ça va être de compenser votre énergie consciente, de la compléter pour former un tout, une unité harmonieuse et équilibrée. Et d'ailleurs, cette notion de complétude et d'équilibre, par l'utilisation et surtout par la coopération de préférences opposées, ça c'est vraiment un principe universel que vous allez retrouver très souvent à chaque fois qu'il y a une confrontation entre des énergies opposées. Mais pour pouvoir atteindre cette unité harmonieuse, il y a une chose que vous allez absolument devoir faire. Et cette chose, c'est de conscientiser vos complexes autonomes. En l'occurrence, ici pour le sujet du jour, votre animus ou votre anima. Sinon quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, ce qui va se passer, c'est que plus un complexe est dissocié de votre conscience, plus il est éloigné de votre conscience, et plus il devient autonome, plus il fait sa vie. C'est-à-dire qu'il échappe au contrôle de votre conscience. Et donc, qu'il peut éventuellement vous mettre des bâtons dans les roues. Ah bah oui, si vous l'ignorez, si vous faites comme s'il n'existait pas, il a bien le droit de se manifester un petit peu pour essayer d'attirer votre attention. Et donc, en cas d'animus ou d'anima refoulé dans votre conscience, ça peut donner quoi? Ça peut donner, par exemple, une conception, une vision malsaine de cette énergie qui est l'opposé de votre énergie dominante. Et donc, par extension, des relations compliquées avec les personnes qui ont une énergie dominante opposée à la vôtre. Typiquement, là, ce sont des relations où un déséquilibre peut se manifester, par exemple par de la dépendance,
par de la peur de l'énergie opposée, par le rejet de cette énergie opposée, de la domination, une fascination malsaine, ça peut être ça aussi, ou aussi le fait d'avoir une image dégradante de cette énergie opposée. Donc vous voyez, rien de bien réjouissant. Et si vous êtes confronté à ce type de relation déséquilibrée, avec des schémas qui se répètent d'une relation à l'autre, eh bien c'est peut-être quelque chose qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Qu'il reste peut-être quelque chose à conscientiser ou même à accepter, à intégrer de votre animus ou de votre anima. Alors maintenant, j'ai envie de vous demander, c'est quoi pour vous l'essence de l'énergie féminine? Et même chose, c'est quoi pour vous l'essence de l'énergie masculine? Si vous deviez décrire ça en 2 ou 3 mots, ce serait quoi? Alors imaginez qu'on pose cette question à des milliers de personnes. Il y a d'immenses probabilités d'avoir des réponses du style énergie féminine égale douceur et sensibilité, et énergie masculine égale par exemple force et action. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont des images archétypales qui ont été largement intégrées par notre inconscient collectif. Et si c'est comme ça, eh bien c'est parce que des modes de fonctionnement se sont répétés et transmis de génération en génération jusqu'à bien s'imprimer dans notre inconscient collectif et parfois même jusqu'à conditionner nos propres fonctionnements à notre insu. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai raconté dans la vidéo précédente. Un complexe autonome est certes influencé par votre histoire collective, puisque là on vient de parler de l'inconscient collectif, mais il est aussi le fruit de votre histoire personnelle. On va tout de suite prendre un exemple pour illustrer ça. Disons que votre énergie dominante est l'énergie féminine. Dans votre histoire personnelle, quelques personnes jouent ou ont joué un rôle à un moment donné dans votre vie, et de par leur comportement, leurs attitudes, leur personnalité, leurs interactions avec vous, ces personnes ont contribué à l'image que vous avez aujourd'hui de l'énergie masculine, votre énergie opposée. Voilà, posez-vous cette question. Qui, dans votre histoire personnelle, a contribué à l'image que vous vous êtes forgée de l'énergie masculine? Et bien sûr, posez-vous les mêmes questions en inversant les énergies selon votre situation. Voilà, ça c'est donc pour votre histoire personnelle, mais maintenant dans votre histoire collective. Quelles sont les figures d'énergie opposées qui vous ont influencé? Il peut par exemple s'agir d'ancêtres de votre lignée, de représentations archétypales du féminin et du masculin dans votre culture. Il peut s'agir des mythes de fiction qui vous ont fasciné. Posez-vous la question, quels sont les archétypes qui ont le plus souvent attiré votre attention? Pour les énergies masculines, on peut par exemple citer le guerrier, l'aventurier, le poète, le génie, l'amuseur de service, l'athlète, le magicien, le séducteur. Il y a le choix. Donc vous voyez, la représentation que vous vous faites de votre énergie opposée, qu'elle soit masculine ou féminine, elle est le résultat d'un mélange d'ingrédients tout droit sortis de votre histoire personnelle et de votre histoire collective. Autant vous dire que les possibilités sont illimitées, et parfois, on a une identification très forte aux images archétypales bateaux que j'ai citées tout à l'heure, et parfois, vous pouvez vous retrouver avec des ressentis complètement en marge des représentations traditionnelles. Alors, étape importante maintenant, selon vous, est-ce que vous avez déjà conscientisé votre énergie opposée? Et deuxième chose, parce que c'est pas le tout de la conscientiser, mais est-ce que vous lui laissez une place? Est-ce que vous lui laissez la possibilité de s'exprimer? Sinon, rébellion assurée. Donc en d'autres termes, est-ce que vous pensez que vous exprimez votre animus, votre anima? Et si oui, comment? Bon, je vous ai posé beaucoup de questions déjà aujourd'hui, Ça va vous faire de la matière à méditer pendant un bon moment, là. Bon, parfois, c'est pas facile de toujours tout expliquer avec des mots, de tout analyser avec la réflexion mentale. Et je vous rappelle qu'avec l'inconscient, on est dans l'univers des symboles et des ressentis. Donc je vous propose de demander un petit coup de main aux symboles, justement, avec l'interaction ludique que je vous ai annoncée en tout début de vidéo. Alors, les symboles, c'est quelque chose qui me captive depuis maintenant plusieurs années. Pour vous dire, au moment où je tourne la vidéo, là, j'en ai répertorié plus de 900
Je suis pas loin des 1000. Que j'utilise justement dans des approches intuitives, un peu comme ce qu'on va faire maintenant, mais sauf qu'ici, ça sera une version très 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 allégée. Et pour ce thème de l'animus anima, j'ai choisi de sélectionner une série de symboles qui me semblaient particulièrement bien adaptés à ce thème, qui sont les symboles du Yi Tsing, eux-mêmes basés sur la philosophie du Yin et du Yang. Alors je commence d'abord par justement ce symbole du Yin et du Yang, que vous avez déjà probablement vu passer, qui appartient à la philosophie chinoise. Et donc ce symbole, il représente l'union et la complémentarité des opposés, la partie noire étant traditionnellement associée au féminin et la partie blanche au masculin. Mais comme vous le voyez avec les deux points là, c'est jamais tout noir ni tout blanc, c'est jamais tout masculin ni tout féminin. Donc pour moi ça colle parfaitement avec les énergies animus anima. D'ailleurs Carl Jung évoque une condition androgyne pour tout le monde. Donc ce symbole yin-yang, il nous dit quoi? Il nous dit d'intégrer pleinement les forces multiples qui sont en nous, les opposés, et plutôt que de les laisser en proie à une sorte de lutte interne, de les faire coopérer pour former cette unité harmonieuse. Rien qu'avec ce symbole, vous avez exactement le principe des complexes autonomes, c'est-à-dire détecter les forces opposées qui sont en vous et les faire coopérer pour créer une unité harmonieuse qui est vous, quand vous avez atteint ce que Carl Jung appelle l'individuation. En d'autres mots, la réalisation de soi. Le fait de devenir complet, total. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Et puis l'autre point commun, c'est qu'avec le yin et le yang, vous avez une idée de mouvement que l'on perçoit bien sur le symbole, je trouve. Et rappelez-vous, c'est la même chose avec ce qui se passe dans votre inconscient. Rien n'est figé, tout évolue tout le temps, et il y a des dynamiques entre les différentes parties de votre esprit qui communiquent et interagissent. Donc voilà, je trouve que ça colle parfaitement, et voilà pourquoi on va utiliser ces symboles du Yi Tsing, qui est un art ancestral chinois basé sur cette philosophie du yin et du yang. Alors en fait, il y aurait des tonnes et des tonnes de choses à dire sur ça, sur le Yi Tsing, mais évidemment, ce n'est pas le sujet principal de la vidéo, donc ici, je vais rester dans une approche vraiment très 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 simplifié. Donc, première chose, les symboles du Yi Tsing sont appelés les hexagrammes. Hexagrammes parce qu'ils sont constitués de 6 lignes. Donc, une ligne continue représente le masculin, une ligne discontinue représente le féminin. Il existe 64 combinaisons possibles, en tout, 64 hexagrammes, et un hexagramme est lui-même constitué de 2 trigrammes, c'est-à-dire un empilement de 3 lignes. Et là, vous avez 8 trigrammes différents, chacun d'entre eux est associé à un élément naturel. Et donc, c'est avec ces 8 trigrammes qu'on va s'amuser maintenant. Alors, je sais, avec les 64 hexagrammes, ça serait évidemment beaucoup plus riche, mais ça serait aussi beaucoup trop long pour cette vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant vous allez voir sur votre écran 8 carrés, et je vais vous demander d'en choisir un. Ensuite, je vais révéler chaque carré, l'un après l'autre, et vous dire de quel trigramme il s'agit, vous décrire en quelques mots son énergie. Et quand je vous parlerai du trigramme que vous avez choisi, eh bien vous allez vous poser la question suivante. Est-ce que l'énergie de ce trigramme ressemble à mon énergie dominante? Est-ce que je m'y reconnais? Et si oui, quelle pourrait être son énergie opposée, dans laquelle je me reconnaîtrais moins? Ou bien, est-ce que l'énergie de ce trigramme ne m'est pas vraiment familière? Est-ce que je me sens mal à l'aise avec? Et donc, est-ce qu'elle fait peut-être partie de mon inconscient? Est-ce qu'elle parle de mon animus, de mon anima? Et justement, si elle se trouve dans mon inconscient, qu'est-ce que je pourrais faire pour la conscientiser, pour l'exprimer? Bon, je sais, ça fait beaucoup plus qu'une question, mais voilà, ça c'est une bonne occasion pour moi de vous dire que c'est ma façon d'utiliser les symboles, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, un symbole, sa fonction, ce n'est pas de vous donner une réponse immédiate et définitive. Donc, le but d'un symbole, pour moi, ça va être de vous faire vous poser des questions, d'ouvrir votre champ de conscience et de pouvoir accéder à de nouveaux points de vue. Et ça, si vous êtes abonné aux emails, vous le savez, vous connaissez ma philosophie des symboles. Et quand vous vous posez ces questions, qui ne vous seraient peut-être pas venues sans le petit coup de pouce de ces symboles, c'est là que les réponses peuvent commencer à arriver, des prises de conscience. Alors oui, parfois, c'est vrai, ça peut être très rapide, ça peut être instantané, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, il faut laisser infuser. Et puis ça finit par arriver plus tard, vous savez, sous forme de révélation. Donc voilà, le travail avec les symboles,
C'est comme très souvent, quand on veut approfondir quelque chose, c'est un travail de patience. Et maintenant que vous avez bien compris ça, on commence avec les 8 trigrammes. Alors j'espère que vous avez choisi le vôtre. Si ce n'est pas le cas, allez-y, choisissez maintenant. Si vous avez besoin de plus de temps, appuyez sur pause. En tout cas, je commence. Alors, celui-ci, c'est le lac, qui symbolise le plaisir, la joie, la légèreté, la fluidité dans la communication et dans l'expression, le bavardage, l'ouverture, les échanges. Voilà, si vous avez choisi ce trigramme, je vous rappelle le principe, posez-vous la question, est-ce que vous vous y reconnaissez? Est-ce que c'est une énergie consciente avec laquelle vous vous sentez à l'aise? Ou bien au contraire, est-ce qu'il s'agirait plutôt d'une énergie opposée, qui est encore dans votre inconscient? Je continue avec la montagne. Elle symbolise l'ancrage, la stabilité, le calme intérieur, l'apaisement, la force tranquille, la solidité, mais aussi parfois les résistances ou la rigidité qui vous empêche d'avancer. Le trigramme suivant, c'est la Terre, qui est l'énergie protectrice, la disponibilité, la bienveillance, la générosité, l'envie d'aider les autres, l'écoute attentive, le fait de semer pour faire grandir, pour créer quelque chose de durable. C'est l'implication, le labeur, la volonté. Le trigramme suivant, c'est le vent, qui symbolise l'humilité, la douceur, la persévérance, le mouvement, la patience, la transformation intérieure, et donc ici on a une notion de lenteur, les capacités d'adaptation, avec le danger parfois de vous oublier, parce que vous vous adaptez trop justement, peut-être une idée de soumission ou de docilité aussi. Ensuite on a le feu, donc qui symbolise la lucidité, la clairvoyance, le discernement, le fait d'avoir une vision claire de la situation, mais aussi le fait d'oser sortir de l'ombre pour briller, sans pour autant jouer la star. Ce trigramme est le tonnerre, il symbolise le mouvement soudain, la secousse, le sursaut, le fait de démarrer au quart de tour, le réveil brutal, l'excitation liée à la nouveauté aussi, le fait d'aller de l'avant, de continuer, et de rester enthousiaste et optimiste quoi qu'il arrive. Celui-ci, c'est l'eau, c'est le fait d'affronter vos peurs, vos angoisses, de braver le danger, de vous surpasser. C'est la ténacité, le fait de vaincre la procrastination, voire la paralysie, la capacité à sortir d'une impasse, plutôt que de rester figé sur place dans la panique. Et enfin, le dernier trigramme, c'est le ciel, ici qui symbolise l'action, la créativité, la force, le dynamisme, la fermeté, la tendance à foncer sans écouter les autres, la tendance aussi à ne pas écouter ses limites et donc parfois à s'épuiser. Voilà, alors qu'est-ce que votre trigramme vous inspire? Qu'est-ce qu'il raconte de votre histoire personnelle? Qu'est-ce qu'il dit de votre rapport à ce type d'énergie? Peut-être que ça vous parle immédiatement, peut-être pas. Qu'il va falloir laisser décanter tout ça. Mais en tout cas, si vous voulez partager votre expérience dans les commentaires, ça m'intéresse énormément de vous lire. Déjà, vous pouvez me dire si vous appréciez ce type d'interaction ludique avec des symboles, si vous avez envie que j'en fasse d'autres. Et puis, si vous vous sentez suffisamment à l'aise, vous pouvez me parler de votre rapport avec le trigramme que vous avez choisi. En tout cas, merci d'être resté jusqu'ici, d'avoir participé à cette petite expérience. Je vous dis à la prochaine fois pour faire connaissance avec d'autres complexes autonomes. Et d'ici là, portez-vous bien.